Le poison n'arrive pas toujours dans une fiole marquée d'une tête de mort. Parfois, il est servi avec un sourire parfait et le goût sucré d'un clafoutis, et il porte le nom de votre belle-sœur. Respire, Léa. Ignore-la, d'accord? Tu sais comment elle est. Fais comme l'eau sur les plumes d'un canard. Marc m'a dit ça en coupant le contact de la vieille Twingo, dont l'habitacle sentait la poussière chaude et notre histoire. Sa voix se voulait rassurante, mais c'était le ton d'un homme qui supplie un soldat de retourner dans une tranchée qu'il connaît trop bien. La paix familiale, pour lui, est un château de cartes bâti sur un sol tremblant. Mon confort, ma dignité, n'étaient que des cartes parmi d'autres, prêtes à être sacrifiées pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Nous étions venus pour l'anniversaire de Léo, 6 ans. Un dimanche après-midi qui aurait dû sentir le gâteau au chocolat et l'insouciance. Au lieu de ça, en franchissant le seuil du pavillon de Sophie, j'ai été frappée par une autre odeur, le parfum âcre de la javel et du vide. Tout ici était impeccable. Pas un coussin de travers, pas une trace de doigt sur la table basse en verre. Le silence entre les conversations était si profond qu'on aurait pu l'entendre se briser. C'était une maison témoin, pas une maison vivante. Et dans cet environnement stérile, je me sentais comme une fleur sauvage, terreuse et indisciplinée, qu'on aurait plantée par erreur dans une orchidée de serre. Mon chez-moi, au-dessus de la boulangerie, embaumait la levure, la farine et la vie qui déborde. Ici, l'air était si pur qu'il en devenait irrespirable. Sophie nous a accueillis, un sourire parfait sur des lèvres parfaitement dessinées. Mais ses yeux ont fait mon inventaire. Ils n'ont pas vu une femme, mais une liste d'imperfections. Le jean légèrement usé, le pull en maille qui n'était d'aucune marque connue, les cheveux qui n'obéissaient à aucune géométrie. Léa, quelle simplicité rafraîchissante, a-t-elle lancé, et ces mots ont produit un petit courant d'air glacial dans la pièce. Puis, elle s'est tournée vers Marc, l'enveloppant dans une étreinte qui était moins une affection qu'une prise de possession. Mon frère, tu as l'air fatigué. Je t'ai gardé une part de mon clafoutis, le seul que tu aimes vraiment. Le clafoutis, un drapeau planté sur un territoire conquis. Marc, fidèle à sa stratégie de l'autruche, a souri et s'est laissé absorber. Je me suis retrouvée seule, un verre de jus de pomme à la main, dont le sucre me semblait fade. Je me sentais devenir transparente. Mon corps perdait sa densité. J'ai tenté une percée. Je peux aider en cuisine, Sophie? Son rire a été comme le bruit d'un papier de soie qu'on froisse, léger, sec, irritant. Oh non, ma chérie, reste avec les invités. Profite un peu de Marc, tu ne le vois pas assez. Une autre façon de dire, ton seul rôle ici est d'orbiter autour de lui. Je me suis assise sur le canapé, dont le tissu rêche semblait que comme me rejeter. J'écoutais le murmure satisfait de leur monde, les taux des crédits, les listes d'attente pour les écoles privées. J'ai observé Sophie. Sa perfection était une armure. Elle redressait un cadre déjà droit, lissait un pli invisible sur la nappe. Son calme n'était pas de la sérénité, c'était le calme d'un fil tendu à son point de rupture. Son besoin de contrôle était un gouffre sans fond. Puis est venu le moment que je sentais monter, comme une pression barométrique avant l'orage. Tante Monique, une femme dont la bienveillance était une arme d'interrogation massive, a demandé « Alors, Léa, comment avez-vous réussi à attraper ce grand rêveur de Marc ?» Silence. Le cliquetis des cuillères s'est arrêté. 30 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Marc a pris ma main. Sa paume était moite. Ce n'était pas un geste de soutien, c'était une supplique silencieuse. Ne fais pas de vagues, s'il te plaît. Oh, rien de spectaculaire, Mazez, ai-je commencé, ma voix sonnant étrangement lointaine. On s'est rencontrés à une soirée, on a beaucoup parlé. C'était trop simple, trop vrai, insupportable pour Sophie. Elle a posé sa tasse, le claquement de la porcelaine sonnant comme un coup de marteau de juge. Oh, Léa est bien trop modeste. Sa voix est devenue sirupeuse, mielleuse, celle qu'elle utilise pour raconter les histoires d'hommes qui blessent. La vérité, c'est que Marc était au fond du trou après sa rupture. Un soir, il m'appelle, en pleine détresse, et il me dit, je m'en souviendrai toujours, il me dit « So, soit je me trouve quelqu'un très vite, soit j'adopte un chat. » Elle a laissé la phrase en suspens, un petit bijou empoisonné offert à l'assemblée. Un rire a éclaté, poli et gêné, puis un autre, plus franc, celui de Marc. Un rire clair et sonore qui a traversé la pièce pour venir se loger comme un éclat de verre dans ma poitrine. Il a serré ma main plus fort, comme pour partager une excellente blague. Et ce son, le son de son rire, a été le son le plus solitaire que j'ai jamais entendu.
C'était le son d'un verrou qui se fermait entre nous. Une boule de feu est remontée le long de mon œsophage. Les mots se sont formés dans mon esprit, si clairs, si précis. Et toi, Sophie, quand Thomas t'a demandé en mariage, tu avais le choix entre ça et un troisième crédit pour la véranda? J'ai serré les dents jusqu'à sentir mes molaires grincer, forçant la lave à redescendre, brûlant tout sur son passage. J'ai esquissé un sourire, un rictus de douleur que tout le monde a pris pour de la bonne humeur. Mais à l'intérieur, le château de cartes de Marc s'était effondré. Ce n'était pas la haine de Sophie qui m'avait anéanti. C'était son rire à lui, son refus de voir ma blessure. Il n'était pas aveugle, il choisissait de fermer les yeux, et en faisant cela, il m'a confirmé que j'étais bien cela, l'alternative au chat. J'ai compris à cet instant, dans le froid stérile de son salon, que mon véritable adversaire n'était pas la cruauté évidente de sa sœur. C'était l'amour lâche et complice de l'homme que j'aimais. Le silence dans la voiture n'était pas un vide, c'était une matière. Une chose dense et lourde qui pressait contre mes tympans, qui rendait l'air irrespirable. Chaque tentative de Marc pour parler était comme une pierre jetée dans un puits de goudron. C'était sympa, non? Léo était aux anges. Les mots restaient en surface, sans jamais atteindre le fond. Je me suis concentrée sur une minuscule fissure dans le pare-brise, une étoile de verre qui semblait refléter la fracture en moi. Une fois la porte de notre appartement refermée, l'air, au lieu de se détendre, est devenu électrique. Tu as ri, Marc. Les mots sont sortis de ma bouche, froids et tranchants comme des éclats de la fissure du pare-brise. Il a enlevé sa veste, un mouvement brusque, agacé. De quoi tu parles? Quand elle a raconté cette histoire de chat, tu as ri, tu l'as laissé me déshabiller devant tout le monde, et tu as trouvé ça drôle. Le soupir qu'il a poussé n'était pas de la tristesse. C'était le son de l'impatience, le bruit d'un homme qui repousse une chose gênante. Léa, s'il te plaît, ne recommence pas. C'est Sophie. C'est juste du bruit, des mots. Tu laisses tout te toucher. Tu es comme une éponge à malheur. Une éponge à malheur. L'image était si cruelle, si juste dans sa bouche à lui, qu'elle m'a volé mon souffle. Elle a effacé notre histoire, Marc. Elle l'a souillée, et tu as ri. Mais c'est faux. Sa voix a monté d'un cran, emplissant notre petit salon. C'est ma famille, Léa, ma famille. Tu ne peux pas juste débarquer et exiger que tout le monde se plie à tes sensibilités. Le mot famille a résonné contre les murs. Il l'a utilisé comme un bouclier. Un bouclier pour se protéger, pas de sa sœur, mais de moi. La discussion s'est brisée là. Il avait choisi. Il avait choisi leur bruit plutôt que mon silence. Les semaines qui ont suivi ont été une guerre froide, menée dans l'espace confiné de notre appartement. Nous étions deux astres morts, orbitant l'un autour de l'autre, assez proches pour sentir le froid, trop loin pour se toucher. Le poison de Sophie agissait à distance. Après chaque appel téléphonique avec elle, Marc devenait différent. Il remarquait une tasse qui traînait, un livre laissé ouvert. « Tu es sûre que tu veux rester assistante vétérinaire toute ta vie? Tu n'as pas plus d'ambition ?» Il répétait ces mots à elle, sans même s'en rendre compte, comme un ventriloque inconscient de la main qui animait sa bouche. Je me sentais cernée, assiégée dans mon propre refuge. Puis l'invitation est tombée, une feuille de papier cartonnée dans la boîte aux lettres, inévitable comme une sentence. Le barbecue annuel de début d'été. Chez Sophie. Non, ai-je dit, le mot sonnant comme une pierre tombant au fond d'un puits. Je n'irai pas. Le désespoir dans son regard était presque théâtral. S'il te plaît, Léa, fais-le pour moi. C'est plus simple. Pense à la paix. Pense à la paix. La sienne, pas la mienne. Ma paix à moi ne pesait rien dans la balance. J'ai cédé, non par amour, mais par une lassitude si profonde qu'elle me donnait le vertige. C'était le sentiment lourd et amer d'une reddition, d'une trahison envers moi-même. Le jour J, le soleil était d'une insolence radieuse. L'odeur des merguez grillées se mêlait au parfum entêtant des roses du jardin de Sophie, créant une nausée sucrée. Je la regardais évoluer, maîtresse de son royaume parfait. Son anxiété était palpable sous son vernis de contrôle, dans la façon dont elle redressait les couverts, son besoin que chaque élément, chaque personne, soit à sa place. J'étais sa seule fausse note. La conversation fatidique a eu lieu près du buffet. Sophie parlait à sa mère, mais sa voix était calibrée pour me parvenir. Marc a un tel potentiel, maman. Il faut juste un environnement qui le pousse vers le haut, qui ne le laisse pas s'endormir dans une petite vie tranquille, sans ambition. Il mérite mieux que de simplement se contenter. Se contenter. Le mot a explosé dans le silence de mon esprit.
J'ai levé la tête. Nos regards se sont croisés par-dessus le plat de salade de pommes de terre. Elle m'a souri. Un sourire minuscule, un simple étirement de lèvres. C'était un coup de poignard silencieux, précis, victorieux. À cet instant, le temps s'est figé. La colère que j'avais avalée à l'anniversaire de Léo, cette boule de feu, s'est transformée. Elle est devenue un bloc de glace, pur et tranchant. Une clarté absolue a envahi mon esprit. Chaque son s'est estompé, remplacé par le battement lent et puissant de mon propre cœur. C'en était fini d'attendre, fini de subir, fini d'espérer. Lentement, comme dans un rêve, j'ai posé mon verre. Je me suis levée. Chaque mouvement était délibéré. J'ai marché vers la grande glacière, l'herbe fraîche et humide sous mes sandales. Ma main a plongé dans l'eau glacée, ignorant la morsure du froid, et s'est refermée sur le goulot d'une bouteille de rosé, son vin préféré. La condensation a coulé sur mes doigts, froide comme ma résolution. Je me suis approchée d'elle, elle me regardait, son sourire se figeant en une expression d'incrédulité. J'ai entendu mon nom. Léa? Une voix lointaine, déformée, sans importance. Je me suis arrêtée juste devant elle. Sans un mot, j'ai débouché la bouteille et j'ai commencé à verser. Le liquide rose, presque fluorescent sous le soleil, a coulé en un long ruban silencieux. Il a frappé sa chevelure impeccable avec un bruit doux, presque obscène. Il a dégouliné sur son visage stupéfait, lavant son masque de supériorité, traçant des sillons roses sur sa robe blanche immaculée. Un seul hoquet de surprise a traversé le jardin. Puis, un silence de mort, si total qu'on aurait pu entendre une rose se faner. J'ai laissé tomber la bouteille vide. Elle a roulé doucement dans l'herbe. J'ai fait demi-tour. Et d'un pas calme, j'ai traversé le jardin, j'ai ouvert la petite porte blanche et je l'ai refermée derrière moi. Le claquement sec a résonné dans l'air immobile comme un coup de feu, le son de ma propre libération. Je n'ai pas couru. Marcher, d'un pas régulier, était un acte de défi en soi. Chaque pas sur le bitume chaud était une affirmation. J'existe, et je ne me laisserai plus jamais traiter comme si je n'existais pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, les sons de la fête s'évanouissant derrière moi, remplacés par le bourdonnement clair et précis de mes propres pensées. Je n'avais aucun plan. Mon sac, mon téléphone, tout était resté là-bas. Je n'avais que moi-même et cette sensation de légèreté, presque vertigineuse, comme si en versant cette bouteille, je m'étais libérée d'un poison que j'avais laissé s'infiltrer en moi depuis trop longtemps. Finalement, le crissement des pneus d'une voiture s'arrêtant brusquement, à ma hauteur, a brisé ma transe. C'était Marc. Son visage à travers le pare-brise était un masque de fureur et d'incompréhension. Il est sorti en claquant la portière. « Léa, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as complètement perdu la tête ?» Sa voix n'était pas inquiète, elle était accusatrice. La colère dans ses yeux m'a fait plus mal que toutes les piques de Sophie. Je me suis dégagée de son emprise sur mon bras. « Monte dans la voiture, Marc, on rentre !» Le trajet du retour a été une torture silencieuse. Arrivé à l'appartement, la tempête a éclaté. « Tu as tout gâché !» a-t-il crié, arpentant le salon comme un lion en cage. « Tu as humilié ma sœur, ma famille. Pourquoi? Pour une phrase malheureuse? C'est ma sœur, Léa. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Je suis restée immobile, le laissant vider sa colère. Quand il s'est tu, j'ai répondu d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix dénuée de toute émotion. « Non, Marc, c'est toi qui ne comprends pas. Je n'ai pas humilié ta sœur. » J'ai répondu à une agression qui dure depuis le premier jour et que tu as toujours refusé de voir. Tu as choisi de la protéger, elle, pas nous. Alors ce soir, j'ai choisi de me protéger moi. Cette nuit-là, la porte de notre chambre s'est fermée entre nous. Les jours suivants ont été un purgatoire. Un silence glacial avait remplacé les cris. Nous étions deux étrangers, partageant un espace trop petit. Je passais mes soirées à consulter discrètement les annonces de location sur mon téléphone. C'était fini. Je le savais. Il ne pourrait jamais me pardonner d'avoir brisé la paix factice de sa famille. Et puis, un soir, alors que je pliais du linge, il s'est assis sur le lit. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Sophie a appelé » a-t-il commencé. Je n'ai pas bougé. Elle n'a pas seulement crié, elle a exigé. « Tu dois la quitter, Marc. C'est elle ou nous ?» Ce n'était pas de la peine, c'était un ultimatum. Elle voulait reprendre le contrôle. Et c'est là que j'ai entendu ta voix dans ma tête, me disant que je la laissais faire. Il a fait une pause. Après, mes parents ont appelé. Au début, ils étaient en choqués. Mon père disait que ça ne se fait pas. J'ai craqué. Je leur ai tout raconté.
Chaque petite phrase, chaque commentaire depuis des mois, le chat, la petite vie, le regard de Sophie au barbecue. J'ai tout mis sur la table. Et ma mère, à la fin, après un long silence, elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Elle a dit: ton père et moi, on a toujours su que Sophie avait une peur bleue de ne pas être assez bien. Alors on a tout laissé passer. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'y ai vu une douleur sincère. Pas de la colère, mais du chagrin. Le chagrin d'un homme qui réalise qu'il a été complice d'un système toxique par lâcheté. Ils ne l'ont pas excusé, ils ont expliqué. Et j'ai compris. J'ai compris que sa peur de ne pas être parfaite la rendait cruelle avec quiconque trouvait le bonheur sans effort. Surtout toi. Il s'est approché, s'asseyant près de moi sur le lit. Je suis désolée, Léa. Pas pour elle, pour moi. J'ai été un lâche. J'ai choisi la facilité et je t'ai laissé te battre seule. C'est impardonnable. Si tu veux partir, je comprendrai. Des larmes ont coulé sur mes joues. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes qu'il avait des mois de tension et de solitude. Il avait compris. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'autre chose. Notre vie n'est pas devenue un conte de fées. La relation de Marc avec sa sœur est brisée, sans doute pour toujours. Parfois, je vois une ombre de tristesse dans ses yeux quand il regarde une vieille photo de famille où ils rient tous les deux. Le prix de notre paix a été la sienne. Ses parents nous appellent, mais ils sont maladroits, pris entre leurs deux enfants. Ils essayent, mais le malaise est palpable. Mais quelque chose de fondamental a changé. Marc et moi sommes devenus une forteresse, un nous inébranlable. Il y a quelques jours, sa mère l'a appelé pour suggérer un dîner de réconciliation avec un médiateur. J'ai entendu Marc répondre au téléphone d'une voix calme mais ferme: non, maman, c'est notre décision. Léa et moi, nous avons besoin de calme. On vous verra une autre fois, juste vous deux. Quand il a raccroché, il est venu vers moi, il n'a rien dit, il a juste pris ma main et l'a serrée. Dans cette pression, il y avait tout, le regret du passé, la difficulté du présent et la promesse de l'avenir. Notre bonheur n'était pas parfait, il portait des cicatrices, mais il était réel et il était à nous. La justice n'avait pas été un grand feu d'artifice, mais la construction patiente d'une frontière, juste assez grande pour deux.